Et certes, le Mali est en guerre, même si elle est non conventionnelle, mais a-t-il réellement les moyens de supporter ce poids qui pèse tant sur le quotidien du Malien lambda? Monsieur Samake Kokala Maïga, déjà, avant de commencer cette émission, vous sembliez ne pas être d'accord sur la terminologie même guerre asymétrique. Merci beaucoup. Je voudrais m'associer à mes précédents intervenants pour m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de cette crise civile, militaires maliens, militaires français, militaires de la MINUSMA, et leur rendre un vibrant hommage. Vous savez, il y a un philosophe qui dit que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ce qui se joue, c'est d'abord la politique avant de le voir comme une opération militaire. Vous savez, actuellement, il y a le terme très répandu de guerre asymétrique, comme pour dire qu'on n'arrive pas à vaincre par celle asymétrique. En vérité, quand on fait une certaine excursion dans l'histoire, ce qu'on appelle guerre asymétrique, c'est-à-dire une armée qui répond au nom d'un État, qui a en face des organisations non étatiques, qui ne répondent pas d'un État, ça a toujours existé. Vous savez, pendant la pénétration coloniale, les plus grandes pertes qui ont été subies par l'armée coloniale, les plus mémorables en tout cas en ce qui concerne le Nord, la partie qui nous concerne, c'est celle de 1893 et celle de 1894, la célèbre bataille de Toukobao, où le lieutenant français qui conduisait les troupes, s'appelle Bonnier, avec 93 personnes dont les 92 ont été assassinées au petit matin. Mais ça ne les a pas empêchés de se organiser. La deuxième rébellion au Mali, ceux qui ont commencé par des actes terroristes, c'était la guerre asymétrique. Ils sont allés à Tindermen, ils ont assassiné le chef d'arrondissement, son épouse, les prisonniers, les gardes, ils sont allés à Menaka le lendemain, ils disparaissent dans la nature. Ils frappaient en plusieurs lieux du Nord pour donner l'impression d'une insurrection généralisée. Qu'est-ce que le commandement militaire a fait? Il s'est assis, il a réfléchi pour adapter sa stratégie à la nouvelle situation, pour les contenir. Mais c'est la même situation que nous vivons aujourd'hui. Alors donc moi je dis que il ne faut pas qu'on nous mystifie avec les termes de guerre asymétrique. Il faut que l'État malien fasse face à ses obligations. On a beau amener toute la communauté internationale. Tant que nous-mêmes, comme l'a dit Samake, nous ne mettons pas dans notre tête que la défense de notre pays dépend d'abord de nous. Pourquoi c'est le Mali qui est le grand malade de la sous-région? Pourquoi? Parce que nous avons défait notre outil de défense. C'est pas compliqué. La chute de Kadhafi, tout le monde sait que ça a eu un impact négatif quant à la propagation du terrorisme. Mais si ce n'était que ça, le Tchad et le Niger, qui sont voisins de la Libye, devaient être les premiers à tomber. Nous, on est à 800 km. Pourquoi c'est nous qui sommes tombés? C'est parce que la guerre de Libye a trouvé qu'on a détruit notre outil de défense. Tout État qui n'assure pas sa propre défense est appelé à être esclave des autres. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons perdu notre souveraineté. D'accord. Nous avons perdu même la dignité dans une certaine manière. D'accord. Alors, donc il faut qu'on reprenne notre outil de défense à main. D'accord, on aura largement le temps d'approfondir. Maïga, est-ce que ce n'est pas également une guerre de la communication? Parce que bon, on voit que souvent, quand c'est des soldats français qui sont tués, tout le monde monte au créneau, alors que, je l'ai dit également dans mon introduction, les forces armées maliennes continuent de payer le plus lourd tribut du début d'année à aujourd'hui. On a perdu plus de 200 soldats maliens. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de guerre de la communication aussi, pour avoir été ministre de la communication? Merci bien. Vous savez, on dit que un problème bien posé est à moitié résolu. La question fondamentale que nous devons nous poser, quel était le problème posé au moment où on appelait les forces étrangères?
Le problème qui était posé, c'est que l'intégrité du territoire national était menacée, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire était menacée. Donc, il y a eu une demande, nous a-t-on dit, des autorités maliennes pour l'intervention de la communauté internationale et l'intervention de la France, 2013. Mais sans que toute la MINUSMA ne soit là, sans qu'il n'y ait autant de forces, on a récupéré l'intégrité du territoire jusqu'à Kidal. Pourquoi on a empêché les gens de rentrer à Kidal? Tant qu'on ne répond pas à cette question, on n'aura pas de réponse à beaucoup d'autres questions. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Un. Deuxièmement, vous savez, quand on suit le processus, initialement, lorsque l'État, les 2/3 du territoire ont été occupés par les terroristes, mais on a vu que ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans une salle que l'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad a été proclamée. Même pour rentrer dans votre studio, là, il a fallu que vous nous accueilliez, qu'on passe par... On ne vient pas comme ça dans un studio parler, à plus forte raison un studio étatique. Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de drapeau du Mali à Kidal? Qui l'empêche? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Si on n'a pas de réponse à ces questions, on va continuer à tourner. Ensuite, quand on appelait les forces étrangères, comme je dis, c'est pour permettre de recouvrir l'indépendance du territoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un pays qui est coupé en 4 parties. Vous avez ce que j'appelle la principauté de Kidal, où ils ont leur armée, ils ont leur drapeau, ils ont leur justice, ils ont leur prison. C'est comme un État où les représentants de l'État malien ne peuvent pas aller sans autorisation préalable. Vous avez ensuite les autres régions, Menaka, Gao, Tombouctou. C'est des zones de non-droit. L'autorité de l'État, ce n'est que dans le bureau du gouverneur. Vous avez ensuite le reste du Mali, Mopti plus une partie de la région de Ségou et Koulikoro, où pratiquement la situation échappe au contrôle. Donc quand vous avez ces choses-là, il faut d'abord se poser la question, mais les forces étrangères, quand elles sont venues, vous prescrivez une ordonnance pour un malade, vous le soignez, la maladie ne fait qu'empirer. À un moment donné, il faut s'interroger. Donc pour moi, au lieu de dire que ces forces n'ont qu'à partir, il faut qu'elles quittent, il faut que d'autres viennent, il faut poser le bon diagnostic. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut faire, j'ai toujours dit, je continue à le croire, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Tant que ceux qui ont la responsabilité de diriger le Mali ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, ne disent pas au peuple qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font, ne donnent pas l'exemple dans leur conduite, personne ne va nous respecter. Vous allez amener toutes les forces du monde au Mali, il n'y aura aucune solution. Et je donne un exemple pour terminer. Tout ce temps-là, on a dit qu'il faut reconstruire l'armée. On a amené la MINUSMA, on a amené Barkhane et UTM. Il paraît qu'il y a une autre force qui va arriver, des forces spéciales. On nous annonce, vous voyez comment on ne respecte pas notre État. C'est le ministre des Affaires étrangères de notre pays qui vient informer les Maliens qu'eux, ils ont décidé de contacter d'autres pays pour créer une nouvelle force militaire au Mali. C'est eux qui informent les Maliens. Mais cette force-là, c'est la même que les précédentes. Je ne dis pas qu'elles ne viennent pas, je n'ai pas les données, mais la façon même dont ça se fait montre qu'en réalité, notre outil, les défenses nous échappent complètement. On n'est pas arrivé à mettre notre armée en état de reprendre ses missions régaliennes. Tant que cela n'est pas fait là, ce n'est pas la peine de continuer à nous interroger. Est-ce que les Français doivent être là? Est-ce qu'ils doivent partir? Parce qu'encore une fois, chaque État poursuit des objectifs stratégiques, des objectifs politiques, des objectifs économiques souvent qui ne sont pas visibles dans la communication gouvernementale. C'est à l'État, à ceux qui dirigent notre pays, de décortiquer tout et de s'assumer en trouvant des réponses avec le pouvoir
qu'ils ont pris avec les moyens que le peuple a mis à leur disposition. Cette nouvelle. Monsieur Maïga, je reviendrai vers vous, Monsieur Maïga, la stratégie doit-elle être revue? Je reviens sur cette question. Est-ce que la stratégie doit être revue, repensée en demandant, par exemple, à l'OTAN de réparer les dommages collatéraux suite à son intervention en Libye entre mars et avril 2011? Vous savez, l'intervention de l'OTAN en Libye, tout le monde connaît ses conséquences désastreuses sur la sécurité en Afrique d'une façon générale. Personne ne le nie. Et moi, j'ai toujours été partisan du fait qu'en ce qui concerne le Mali, l'État était déliquescent avant l'intervention. L'installation des narcotrafiquants au nord, c'est avant l'intervention en Libye. Les désengagements de l'État dans le fait, c'est avant l'intervention en Libye. La casse de l'outil de défense, c'est avant l'intervention en Libye. Seulement quand il y a eu l'intervention en Libye, les armes se sont éparpillées partout. Mais, comme je dis, mais pourquoi l'État nigérien n'est pas tombé? Pourquoi l'État tchadien ne sont pas tombés? Mais ils ont frontière avec la Libye, pourquoi nous on est tombés? Nous on est à 800 km. Il y a quand même des attaques récurrentes au Burkina Faso aussi. Non, au Burkina, ça c'est la gangrène qui a dégénéré. Maintenant, voilà. Ça revient à ce que j'ai posé comme question. Quand on a appelé les forces étrangères en 2013, c'était pour résoudre quel problème? L'ont-ils résolu? S'ils ne l'ont pas résolu, pourquoi? Ces questions-là, il faut qu'on se les pose comme les uns et les autres. Il faut aujourd'hui que le Mali et ses partenaires aient le courage de s'asseoir pour faire le bilan de ces 6 ans-là d'intervention de présence étrangère. Parce qu'en vérité, comme je dis, quand ces forces intervenaient, c'était pour chasser les djihadistes qui étaient à Kona. Mais il y a le sanctuaire qui est encore sous le contrôle d'un certain nombre de personnes. Mais qu'est-ce que la communauté internationale fait pour que l'autorité de l'État s'étende sur l'ensemble du territoire? Jusqu'à présent, les mouvements armés ne sont pas désarmés. Ils ne sont pas cantonnés. Vous avez des déclarations d'un certain nombre d'officiels français qui sèment la confusion dans l'esprit des Maliens. C'est regrettable que ces jeunes qui tombent à la fleur de l'âge, dont les parents sont endeuillés, dont le peuple français est endeuillé, dont tous les citoyens du monde épris de paix et de liberté sont endeuillés. Mais il est important que ça soit très clair pourquoi ils sont venus réellement. S'ils sont venus, pourquoi on n'aide pas l'État malien à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire? Parce qu'on le refuse jusqu'à présent. Pourquoi on refuse de cantonner les rebelles jusqu'à présent? Vous savez, j'ai l'habitude de prendre des propos de certains officiels français. Vous allez me laisser le soin de les énumérer dans l'ordre chronologique. Mais assez rapidement. Assez rapidement. Oui, monsieur Maïga. 2012. On n'a que 60 minutes. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, c'est Alain Juppé. Il dit qu'il est venu ici en février 2012. Il a dit devant une commission, demander à ATT de donner l'autonomie aux Touaregs. Il est venu le dire au nom de la France. Lui, ministre des Affaires étrangères. Vous avez Elisabeth Guigou, c'est la présidente de la commission des affaires étrangères. Elle a fait une déclaration publique pour dire qu'il faut mettre une politique d'autonomie du Nord. Vous avez l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, quand il était ministre de la Défense. Le jour où on a signé l'accord pour la paix et la réconciliation ici, le 15 mai. Le lendemain, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les populations du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble, ils ne peuvent pas. Mais quand vous écoutez ça, et après on vous dit que l'armée ne rentre pas à Kidal, les indépendantistes continuent à flotter leur drapeau, ils continuent à faire des congrès. Mais les Maliens sont obligés de se poser des questions. C'est pourquoi je dis qu'il est important qu'il y ait des clarifications au niveau des hauts responsables. Ce que le ministre français des Affaires étrangères vient de dire, le manque de vision, le manque de clarté, le manque d'orientation. Mais tout le monde sait, mais à ce moment qu'il s'assoit avec l'État malien pour en discuter et que l'État malien aussi profite pour poser les questions que tous les Maliens se posent. Si on ne résout pas ces questions, la gangrène va continuer à s'étendre sur la sous-région et tout le monde se tait. On dit les forces étrangères. Donc, je rappelle, pour terminer, que lorsque le Mali a demandé l'intervention étrangère, le Mali a demandé un appui aérien et un renseignement. Le Mali n'avait pas demandé de présence terrestre. La présence terrestre est intervenue en dehors de la résolution du Conseil de sécurité, en dehors de la demande du Mali. On a été mis devant les faits accomplis. Deuxièmement,
les forces internationales qui sont venues, qui sont venues pour maintenir la paix. Mais la paix n'existe pas. Il faut changer le logiciel de gestion du pays et enfin que la communauté internationale cesse d'apparaître comme une béquille pour des pouvoirs incompétents, corrompus et sans vision. C'est tout ça qui fait qu'il y a la colère de la population contre la France, contre ceci, et dans une certaine mesure, ça arrange d'ailleurs le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'oublier la responsabilité première des dirigeants maliens en pensant que c'est la France qui est responsable de tout. Ce n'est pas la France qui a fait ce que le ministre de la Défense a dit devant les députés, que les soldats sur le terrain n'ont pas d'eau à boire, ils n'ont pas à manger, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion. Mais ça, ce n'est pas la France. L'argent a été donné par les Maliens. Le président lui-même a dit en 2019, il dit qu'en 2018, ils ont mis 25% du budget national dans la défense et la sécurité. Ça fait plus de 500 milliards. Si vous prenez ça, ça fait en 2 ans pratiquement, ils ont mis plus que ce qui est prévu dans la loi d'orientation et de programmation militaire. Mais ça, c'est pas la France. D'accord. C'est nos dirigeants. Alors, monsieur il faut qu'on s'en prenne à nos dirigeants nous-mêmes. Oui, monsieur Samaké, justement. Alors, monsieur Maïga, les grandes consultations engagées par le chef de l'État en vue de réconcilier les cœurs et les esprits sont-elles de nature à porter leurs fruits? Vous avez le mot de la fin, hein, puisque l'émission est arrivée à terme. 2 choses. Vous savez qu'en politique, souvent à partir d'une réputation, on peut se trouver avec le pouvoir. Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 n'avait pas le meilleur programme de tout le monde. Il avait la réputation d'être l'homme de la situation qui va résoudre la crise au nord. À 90%, c'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Il a eu le soutien de la jeune, des religieux, de la communauté internationale, de la majorité des Maliens. Et donc, cette réputation-là, elle a été complètement mise à bas. La première des choses, c'est qu'il reconstruit, qu'il pose des actes qui sont conformes à cette réputation. Donc, il faut mettre de l'ordre dans la gestion du pays. 1. Deuxièmement, il faut tenir le discours de la vérité avec les partenaires, les amis du Mali. Il faut que leur agenda, là, que lui, chargé de parler au nom du peuple malien, il faut qu'il sache l'agenda caché. Et s'il ne le comprend pas, qu'il le dise qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et pour tout cela, moi je suis partisan et je l'ai développé suffisamment. La situation de notre pays aujourd'hui est qu'il nous faut, le mot aujourd'hui tout le monde le dit, union sacrée. La première fois, c'est dans les documents que le Front pour la sauvegarde de la démocratie avait fait dans le cadre de pourparlers. Et je dirais qu'il faut un sursaut national. Mais pour cela, ça doit se faire sur des bases claires, des bases vraies. Si c'est pour s'unir, pour continuer la même gouvernance, moi je pense que ce n'est même pas responsable. Il faut qu'il y ait un changement de paradigme, un changement même de logiciel de la façon de gouverner, qu'avec les partenaires au développement, que les choses soient claires, les partenaires qui nous soutiennent, que leur agenda soit très clair et qu'on travaille pour amener la paix. C'est vrai, la crise ne date pas d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais il faut reconnaître quand même que quand il venait au pouvoir, la crise était à Kidal. Personne n'imaginait que les Maliens allaient s'entretuer 6 ans après. Si les gens savaient ça, personne n'allait voter pour lui. Donc il faut qu'ils retournent aux fondamentaux pour redonner l'espoir aux Maliens. Et ça, ce n'est pas les incantations qui vont le faire. Merci beaucoup. Malheureusement, cette émission arrive à terme. On n'avait que 60 minutes et ça passe très vite. Aujourd'hui, on avait comme invité